est 17h30, nous sommes mercredi. Et vous voyez, nous avons un peu changé de personnage. Donc, Arnaud Dubien n'est pas là avec nous aujourd'hui parce qu'il est dans le train, je crois. Pavel Chinsky est sur sa plage est en train de nous regarder. Donc, bonjour Pavel, nous pensons à toi. Et Pavel est remplacé par Nicolas, que vous connaissez déjà, que vous avez déjà vu plusieurs fois pour ses Zooms. Et bien évidemment, Igor est là et Igor va jouer le rôle d'Arnaud et le sien. Voilà. Mais avant de commencer avec ça, je vais vous montrer, voilà, nous avons quelques invités parmi nous et qui nous ont amené voilà, le gâteau de Pâques, le kulich, spécialité russe que nous avons toujours pour Pâques et il a été fait par la personne qui nous a rejoint aujourd'hui, c'est-à-dire Michel Pascalis, que l'on remercie. Merci beaucoup Michel de nous avoir. Tu l'as fait toi-même et on sait que c'est délicieux et on va te laisser le couper pour la peine. Voilà. Et Pavel s'exclame quand je dis qu'il est remplacé par Nicolas. Bien sûr que non, tu n'es pas remplacé, Pavel. Mais disons que Nicolas fera de son mieux pour te remplacer sur place. Voilà. Je vais faire même mieux, enfin, je vais tâcher. On te le dira à la fin. Anna, si on peut essayer de nous éclaircir, ça serait bien. Igor, donc tu vas tout faire aujourd'hui, le politique, l'économique, le diplomatique et la météo. Donc si tu veux bien commencer par la météo. Par la météo. La météo plutôt sombre, couvert mais chaud à Moscou. Ouais, mais chaud à Moscou, ouais, c'est vrai. Voilà, donc la lumière fut. Ouais. Merci Président, bonjour à tous. Effectivement, aujourd'hui, je me charge de l'intégralité de la séance. Donc, je vais commencer par l'économie avec trois nouvelles. Alors, la première sur l'entreprise Renault, dont on a appris qu'elle va aller transférer ses parts dans l'usine de Moscou au gouvernement de la ville de Moscou. L'usine continuera bien de fonctionner, mais elle produira a priori d'autres modèles et on suggère qu'elle pourrait produire des Lada. De même, la participation de Renault dans Avtovaz, dont je rappelle qu'elle est de 68%, sera transférée pour 1 rouble symbolique à un institut qui est l'Institut central de recherche scientifique sur l'automobile et le secteur automobile, avec une option de rachat qui porte sur 5 à 6 ans. Donc pour Renault, si l'entreprise souhaite revenir sur le marché russe. Deuxième information du jour, ce sont les prévisions du ministère de l'économie pour 2022. Le ministère table sur une récession de 8,8% et une inflation de 20% à la fin de l'année. En 2023, il s'attend à un rebond modeste de l'ordre de 1,3% et une inflation qui devrait s'établir à 6,2%. Ça, c'est pour le scénario dit médian. Il existe maintenant un scénario plutôt négatif qui prévoit une récession de l'ordre de 12,4%. Et en 2023, toujours une récession de l'ordre de 1,1%. Sur le taux de change du dollar, le ministère estime qu'il s'établira en moyenne cette année à 81,3 pour 1 dollar, 80,3 roubles pour 1 dollar, et l'an prochain, en moyenne, à 83 roubles pour 1 dollar. Le président de la Cour des comptes, Alexei Koudrine, a déclaré pour sa part que le pays vivrait dans des conditions très difficiles durant les 2 prochaines années, avant de préciser que le gouvernement débloquerait environ 4 000 milliards de roubles pour soutenir l'économie russe à travers différents mécanismes. Il a conclu en expliquant qu'il s'attendait à une crise plus grave que celle de 2009 et plus grave que celle de la pandémie que l'on a tous connue il y a maintenant 2 ans. Enfin, sur le paiement du gaz en roubles, on en reparle puisque Gazprom a cessé ses livraisons de gaz à la Pologne et à la Bulgarie en raison du refus de ces 2 pays de régler leurs achats de gaz en roubles. À ce jour, 10 compagnies énergétiques européennes auraient ouvert des comptes chez Gazprom Bank pour pouvoir régler leur fourniture de gaz selon le nouveau schéma décidé par la Russie. Et manifestement, 4 de ces compagnies auraient déjà même procédé à des achats de gaz en roubles. On ne cite pas le nom des pays ni des compagnies qui sont concernées visiblement par ces ouvertures de comptes et par ces paiements de gaz en roubles.
Sur le volet politique, 2 informations aujourd'hui. Madame Matvienko, donc, qui est la porte-parole du Conseil de la Fédération, la chambre haute du Parlement russe, qui s'est prononcée aujourd'hui pour plus de liberté pour le monde des affaires. Elle a suggéré de relâcher la pression sur les entreprises en allégeant les contrôles et de laisser finalement les gens travailler en paix. Ce qui permettrait, d'après elle, de créer plus de postes et plus d'emplois. Enfin, deuxième information, RBK a rapporté des informations selon lesquelles désormais la gestion de la politique russe à l'égard du Donbass aurait été placée sous la supervision de monsieur Sergueï Kirienko, qui est le chef adjoint de l'administration présidentielle en charge de la politique intérieure. Je rappelle que M. Kirienko s'est rendu dans le Donbass la semaine dernière, ce qui était un petit peu un signe avant-coureur visiblement de cette information, et qu'auparavant c'était M. Kozak, Dmitri Kozak, qui était responsable de cette politique. Et donc on constate à travers cette information que finalement la gestion des républiques autoproclamées, DNR et LNR, est donc placée je dirais, sous la supervision du bloc de politique intérieure au sein de l'administration présidentielle. Sur la diplomatie, de nombreuses informations. Alors, je vais commencer par l'entretien entre Vladimir Poutine et Antonio Guterres, qui s'est tenu hier soir. Souvenez-vous, hier, on se demandait si M. Guterres était encore ou pas à Moscou, s'il allait rencontrer le président russe. Il a rencontré le président russe en fin de journée. Il y a bien eu la fameuse table de, alors je ne sais plus, 12 ou 20 mètres entre les deux hommes lors de leur entretien. Plusieurs thèmes ont été abordés, la tragédie de Boutcha, la question de la reconnaissance par la Russie des 2 républiques du Donbass et la situation autour d'Azovstal à Mariupol, et notamment la question de l'évacuation des civils qui resteraient bloqués dans Azovstal. Visiblement, il y aurait toujours 1 millier de civils qui seraient bloqués dans ces catacombes qui se trouvent sous ce site industriel d'Azovstal. Vladimir Poutine a donné son accord pour qu'il y ait une opération d'évacuation de ces civils qui soit menée sous l'égide de l'ONU et avec le concours du CICR. Le président russe a tenu à rappeler à son interlocuteur que le contexte de crise grave actuelle, de conflit, est le résultat direct du changement de régime intervenu à Kiev en 2014, donc suite à Maïdan et à tout ce que l'on sait. Je voudrais revenir sur la réunion organisée par les États-Unis dont je vous parlais hier sur la base aérienne de Ramstein en Allemagne, réunion organisée par les Américains pour superviser et donc synchroniser l'assistance militaire des alliés à l'Ukraine. Suite à cette réunion, l'Allemagne a décidé de livrer des armements lourds à l'Ukraine, notamment des tanks. Jusqu'à présent, Olaf Scholz, le chancelier allemand, se refusait à franchir le pas et se contenter de livraisons de matériel militaire beaucoup plus modeste, d'armements légers. Il aurait cédé sous la pression à la fois des alliés, mais surtout de la pression domestique, à la fois des partis politiques en Allemagne, notamment les écologistes, les Verts, mais aussi une partie de l'opinion publique qui serait manifestement déterminée à soutenir de manière plus robuste l'Ukraine. Sachant que l'Allemagne avait essuyé beaucoup de critiques, et notamment le chancelier avait essuyé beaucoup de critiques pour visiblement ses atermoiements, et les Ukrainiens notamment, enfin le gouvernement ukrainien notamment, qui avait reproché à l'Allemagne sa timidité dans ses livraisons. Toujours dans le cadre de cette réunion, les États-Unis avec leurs alliés ont établi un centre de coordination de l'aide militaire à l'Ukraine sur la base de Stuttgart. Les États-Unis ont beaucoup de bases en Allemagne dont ils ont hérité de partie de la période post Deuxième Guerre mondiale. Cela permettra de coordonner les livraisons issues des différents pays, et ce centre abritera du personnel issu d'une quinzaine d'États qui participent à ces livraisons de matériel. Selon certaines sources, les États-Unis seraient préoccupés par la consommation rapide du matériel envoyé à l'Ukraine et doutent en fait que la cadence puisse être soutenue dans le temps. C'est pour ça aussi qu'ils souhaitent, j'allais dire, rationaliser et harmoniser l'effort d'assistance à l'Ukraine afin qu'il n'y ait pas de doublon ou de déperdition de cet effort. Notamment, le chef d'état-major américain, Mark Milley, a indiqué hier à l'occasion de cette rencontre que le temps ne joue pas en faveur de l'Ukraine et que par conséquent, il fallait se livrer à ces efforts de rationalisation et d'harmonisation de cette aide militaire. Un industriel de défense américain, et non des moindres, Raytheon, qui est notamment le producteur des fameux missiles Stinger, a déjà indiqué que le renouvellement des stocks devenait très problématique pour pouvoir notamment continuer de livrer ces missiles non seulement à l'Ukraine, mais que les Américains aussi ne compromettent pas leur propre stock d'armement.
On se posait la question l'autre jour de savoir finalement quel était le cadre de ces livraisons d'armement pour les Américains. Est-ce que c'était des livraisons à titre gracieux? Est-ce que c'était payant? Aujourd'hui, le Congrès doit approuver l'introduction de la loi pré-bail qui permet d'élargir les pouvoirs du président américain en matière de livraison et de coopération de défense et de livraison d'armes à l'Ukraine. Le 6 avril dernier, le Sénat américain avait ressuscité cette loi pré-bail. Il l'avait remise donc sur le devant de la scène, mais le temps que cela fasse suivre finalement le cours normal de, j'allais dire, législatif. Aujourd'hui, cette loi sera donc sera examinée par le Congrès qui doit se prononcer dessus, et ce qui permettrait de fournir un cadre à cette aide militaire américaine qui donc ne serait pas entièrement gracieuse, mais effectivement aurait à terme quand même un coût pour l'Ukraine. On pourrait imaginer que ça pourrait être remboursé sur plusieurs dizaines d'années à l'avenir. Entre la Russie et les États-Unis maintenant, les deux pays se sont livrés aujourd'hui à un échange de prisonniers. Les Russes ont libéré l'ex-soldat américain Trevor Reed, qui avait été arrêté en août 2019 après une altercation avec des policiers à Moscou qui lui avait valu une condamnation à 9 ans de colonie. De son côté, Washington a libéré Konstantin Yaroshenko, un pilote russe arrêté au Libéria en 2010. Que la justice américaine accusait de transport de stupéfiants. L'homme avait été ensuite extradé vers les États-Unis où il avait écopé d'une peine de 20 ans de prison. L'échange d'aujourd'hui se serait déroulé en Turquie. La Turquie, justement, selon le ministère turc des Finances, ce sont près de 15% des entreprises turques qui acceptent aujourd'hui le paiement par carte MIR. Autrement dit, les touristes russes qui se rendent en Turquie avec leur carte MIR sont en capacité de régler une partie de leurs achats ou de leur consommation ou de leur restaurant, etc., chez donc ces marchands dotés de terminaux MIR. Rappelons que la Turquie a lancé aussi une compagnie aérienne spécialement dédiée au transport de touristes russes et qu'une seconde compagnie sera également bientôt lancée, là aussi pour transporter les touristes russes vers Antalya, par exemple, au hasard, ou en la Turquie, où se rendent chaque année des millions de touristes russes. Je crois que l'année dernière, c'était 4,5 millions, ce qui est en dessous des chiffres pré-Covid, puisqu'avant le Covid, c'était pratiquement 6 millions de touristes russes qui se rendaient chaque année en Turquie. Et donc, c'était le deuxième contingent de touristes étrangers pour les hôtels et pour l'industrie du tourisme turc. Enfin, un dernier point, la Transnistrie dont on parlait hier, les autorités locales de la République donc séparatiste de Transnistrie signalent des bombardements aujourd'hui réalisés depuis le territoire ukrainien en direction du territoire de la République séparatiste. À cet égard, le conseiller de Volodymyr Zelensky, Alexei Arestovitch, dont on parle régulièrement ici, a indiqué dans une interview télévisée que l'Ukraine pourrait se saisir de la Transnistrie en un claquement de doigts, c'est comme ça qu'il l'a dit, d'ailleurs il a fait le petit geste à la télé, en un claquement de doigts, si la Moldavie en faisait la demande. Voilà, Président. Merci pour le Kulitch. Et tu vas voir, il est délicieux. Je n'en doute pas. Merci beaucoup, Michel. Il est vraiment très bon. D'ailleurs, on nous dit, arrêtez d'en manger, vous allez grossir. Juste une petite précision sur Renault. On nous précise que c'est une information, c'est une fuite dans la presse russe qui est reprise par la presse occidentale et les négociations sont toujours en cours. Donc, en fait, on ne connaît pas la fin de l'histoire. Donc, Renault, on ne peut pas le dire encore. Est-ce que je fais une parenthèse, mais est-ce qu'on peut aller voilà. On est toujours avec vous, mais il n'y a plus d'image. L'image doit revenir. Oui. Il faut, mais l'image est arrêtée en bas. Voilà. Voilà, ben nous sommes revenus à la lumière. Donc, merci. Désolé pour ces quelques minutes cette minute de pause. On nous demande d'abord comment s'appelle la nouvelle compagnie aérienne lancée par la Turquie. C'est South Airlines ou quelque chose comme ça, je crois, à vérifier, mais il y a South dedans. Il y a South dedans, mais on ne connaît pas encore le nom de la compagnie aérienne. On nous dit bravo à notre super Igor. Donc voilà, une précision qu'on nous demande sur la Pologne et la Bulgarie qui ne sont plus livrés en gaz russe du fait que ces pays ne règlent pas le gaz en rouble.
Pouvez-vous nous expliquer le mécanisme et pourquoi les autres pays européens ne sont pas concernés à ce jour? Alors, en fait, ce qui a dû se passer probablement, mais par définition, on n'a pas trop d'informations, c'est quand même des sujets extrêmement confidentiels. On peut estimer que si jamais ça bloque aujourd'hui, c'est que, il devait y avoir un contrat renouvelé entre ces deux pays et Gazprom, ou en tout cas quelque chose qui arrivait à échéance et qui devait donc justifier un renouvellement, et que dans le cadre de ce renouvellement, ces deux pays, ou en tout cas alors deux opérateurs énergétiques, devaient, en vertu des nouvelles règles prises par la Russie, de nouveaux schémas pris par la Russie, ouvrir des comptes à Gazprom Bank, qui est donc, dans le cadre de ce nouveau circuit mis au point par les Russes, l'opérateur financier unique dédié pour les transferts de fonds qui servent à régler les fournitures de gaz. Donc, souvenez-vous, on avait expliqué que désormais, tous les opérateurs énergétiques devaient ouvrir des comptes en euros chez Gazprom Bank, virer la somme nécessaire pour les fournitures de gaz chez Gazprom Bank en euros. Gazprom Bank se chargeait de la conversion sur le marché russe en roubles, donc d'acheter des roubles, de vendre des euros, d'acheter des roubles, et ensuite transférer la somme en roubles sur le compte de Gazprom. Ce qui permettait finalement à tout le monde, comme je l'ai dit, de voir midi à sa porte. Les Russes peuvent dire ils payent en euros, enfin, comment dirais-je plutôt, ils payent en roubles, et les Européens de dire, mais non, pas du tout, nous on continue de payer en euros. Donc finalement, tout le monde était à peu près content dans l'histoire. Mais simplement, pour ça, il faut ouvrir le compte en banque chez Gazprom Bank. Je pense que ça n'a pas été le cas pour les deux pays précités. Pourquoi les autres pays ne sont pas encore concernés? Soit c'est que leurs contrats ne sont pas encore arrivés à échéance, et qu'ils continuent de tourner selon l'ancien système, et l'ancien système n'a pas été, tant que le contrat à court, il n'est pas cassé, il doit arriver d'abord à terme pour être renouvelé avec les nouvelles conditions. Et cela étant dit, manifestement, selon certaines sources russes, il y a déjà une dizaine de pays, en tout cas d'opérateurs, qui auraient ouvert des comptes chez Gazprom Bank, et 4 qui auraient déjà même réglé en roubles. Alors, il n'y a pas de nom qui circule, mais on peut imaginer que des pays qui ont publiquement exprimé qu'ils étaient prêts à régler en roubles, comme la Hongrie, pourraient faire partie de ces pays qui sont prêts à jouer le jeu du paiement en roubles, étant entendu qu'une fois encore, ils vont payer en euros, mais que cette somme sera ensuite convertie en roubles. Donc pour la Pologne et la Bulgarie, je pense que tout simplement c'est ça. Ils n'ont pas ouvert les comptes chez Gazprom Bank. À mon avis, c'est ça. C'est ce que je pense aussi, et c'est ce qu'a lu Nicolas. Alors on nous précise, d'ailleurs c'est Pavel qui nous précise que la compagnie s'appelle South Comfort, c'est ça? Southern Comfort. Voilà. Est-ce que c'est confortable? Et est-ce confortable? Je n'en sais rien, mais voilà le nom de la question. Pour l'ouverture des comptes, c'est Gazprom Bank en Russie ou dans les filiales en Europe, Luxembourg et Suisse, nous demande-t-on. Tu sais, ça, j'en sais rien. J'ai pas le détail. Non, moi non plus. Je n'ai pas répondu. Ils ont perdu en Allemagne, mais est-ce qu'ils ont toujours des filiales au Luxembourg et en Suisse? Intuitivement, j'aurais dit que c'est plutôt en Russie, parce que ce qui s'est passé en Allemagne pourrait par définition se répéter dans d'autres pays, et donc j'aurais tendance à dire que c'est plutôt en Russie, mais à vérifier. Ouais. Avez-vous une idée si la Pologne peut suspendre la logistique camion allant depuis l'Europe en Russie par la Biélorussie? On sait bien que la Pologne tire un bon profit de ses activités. On en discutait régulièrement au cours des séances précédentes. Si vous voulez même que la Pologne souhaite peut-être se livrer à prendre cette mesure, c'est tout à fait possible quand on connaît la position de Varsovie. Maintenant, on parle d'une frontière de l'espace européen avec la Biélorussie. Donc, on a quand même le doute qu'elle puisse unilatéralement prendre cette décision sans en avoir auparavant collégialement discuté avec les autres pays, parce que c'est quand même lourd de conséquences, y compris pour certains approvisionnements des pays qui voient les flux passer par la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. Donc, je ne vois pas la Pologne prendre en otage, qu'on laisse la Pologne prendre en otage ces flux tout seul. À mon avis, c'est quelque chose qui dépend quand même aussi des partenaires européens. On nous précise que les filiales de Gazprom Bank sont actives au Luxembourg et en Suisse. Deux questions. Ne nous acheminons pas vers une situation à l'iranienne avec un retrait des entreprises occidentales et françaises?
Et les visas touristiques vers la Russie sont-ils toujours possibles? Alors, sur le retrait des entreprises occidentales et françaises, non, on n'est pas dans un scénario à l'iranienne. Pour l'instant, il y a encore beaucoup d'entreprises étrangères qui sont restées en Russie. Toutes les entreprises ne souffrent pas des sanctions et il y a des listes d'entreprises qui auraient quitté la Russie qui sont managées par, alors il y en a une qui est faite par Yale University, il y en a une autre par une autre université américaine, mais elles sont fausses. Donc on ne peut pas se baser dessus pour avoir une idée réelle du nombre d'entreprises qui ont quitté la Russie ou non. Extrêmement difficile à dire. Mais pour l'instant, on ne s'achemine pas vers une situation iranienne. Quant aux visas touristiques vers la Russie, oui, ils sont toujours possibles. Là, je parle sous le contrôle du vice-président Chenesso. L'ambassade de Russie en France délivre des visas, comme d'ailleurs l'ambassade de France en Russie délivre aussi pour les Russes des visas pour la France. On a alors un commentaire un petit peu long sur des virements. On a un auditeur qui veut nous faire une petite contribution. C'est ce qui a marché dans son cas ces derniers jours pour le transfert d'argent de la France vers la Russie. Il a fait un virement en euros depuis son compte personnel BNP France ce matin et reçu sur son compte Raiffeisen russe en euros cet après-midi. Ça, c'est assez formidable. C'est moi qui le dis. Il est lui-même très surpris de la rapidité, et moi aussi, parce qu'on n'a pas vu ça. Et il dit aussi il a un virement en euros de son client basé en France, paiement d'une prestation de service, et argent reçu sur son compte professionnel russe en euros. Il a une OOO, l'équivalent d'une société anonyme, délai de 3 semaines dans cet exemple. Donc, il a fait sur son compte personnel, ça s'est fait dans la journée, sur son compte professionnel, 3 semaines. Mais il a réussi aussi avec l'application CoronaPay, qui se crie avec un K, CoronaPay, paiement de carte à carte. Le principe est de débiter la carte d'un compte français pour 1 000 € par exemple, et ensuite renseigner la carte accréditée côté russe. L'application convertit le montant en roubles avec un fee de 0,90 €, donc pas cher. Son expérience, carte française débitée hier matin et l'argent reçu 2 heures après sur sa carte russe. Carte Visa à la Raiffeisen. Alors, il dit que les montants transférés étaient supérieurs à 1 000 €. Et les commerciaux de la BNP communiquent tous que les transferts ne sont pas possibles vers la Russie, alors que quand le point est escaladé au directeur d'agence, les choses bougent. Alors ça, on en revient, c'est un très bon point. On en revient toujours à ce qu'on dit en permanence, qui est que quand la banque vous explique que ce n'est pas possible, c'est pas vrai. C'est toujours une personne dans une agence. C'est les agences personnel des agences qui ne savent pas ce qu'on peut faire ou ne peut pas faire avec la Russie. Et par précaution, ils disent que rien n'est possible. On le voit tout le temps. Donc, il faut toujours escalader effectivement auprès des directeurs d'agence ou au niveau régional pour pouvoir faire des transferts si jamais on a un blocage au niveau de l'agence. Donc, voilà pour l'expérience de notre auditeur. Merci beaucoup. Excusez-moi, je redescends pour retrouver les. Avez-vous une idée? Non, pas du tout, je l'ai déjà dit. Le chancelier autrichien aurait dénié la nouvelle des achats de gaz en roubles pour son pays. Je n'en sais rien. Oui, c'est-à-dire que en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans la journée, il y a les informations qui sont sorties principalement dans les sources russes qui expliquaient que l'Autriche finalement avait accédé au paiement du gaz en roubles. Et dans l'après-midi, il y a un tweet du chancelier autrichien qui dément cette information, qui dit mais pas du tout, c'est de la désinformation, c'est de la fake news. Nous, on ne contournera pas les sanctions, on règle nos achats
en règle d'achat en euros. Mais comme je disais tout à l'heure, il a raison, parce qu'il paye en euros, mais in fine, Gazprom reçoit des roubles. Donc finalement, tout le monde est satisfait. Donc s'il dit qu'il paye en euros, il a raison. Si les Russes disent mais les Autrichiens nous envoient des roubles, quelque part, ils ont raison aussi. Voilà, tout le monde est content. Et j'ai regardé le nom de la compagnie, président, juste, c'est parce que j'avais un doute quand même sur l'information. C'est Southwind. Southwind. Voilà, alors, pardon. Compagnie low cost charter créée par les Turcs, et ils vont en créer une deuxième. Voilà. L'autre, c'est un whisky. Exactement. Donc, Southwind, et ils vont en créer. Une blague. Oui, ça doit être une blague de Pavel. Voilà. Donc, c'est une Southwind, et ils vont créer une seconde compagnie. Ils vont créer une seconde, visiblement, ouais, aussi. Mais parce qu'il y a beaucoup de monde à emmener, il y a plusieurs millions de touristes russes à amener chaque fois. Et l'idée, je pense, c'est de dissocier Turkish Airlines le plus possible, je pense. Après, il faudrait regarder comment cette compagnie est-elle raccrochée ou pas à Turkish Airlines, je ne pense pas. Mais peut-être que si, mais je pense que c'est vraiment dissocié au cas où ça va créer des turbulences avec les Occidentaux et qu'on accuse les Turcs de faire un peu trop de commerce sur le dos de la situation pour faire tourner leur industrie touristique. Il faut vous rendre compte qu'aujourd'hui, donc, Turkish Airlines a un certain nombre d'avions, un nombre limité d'avions, et qu'évidemment, il y a énormément de monde qui passe par Istanbul pour aller en Europe. Donc, du coup, leurs prix ont littéralement explosé. Et quand je dis ils ont explosé, c'est-à-dire que si demain, je dois partir pour Paris, il faut compter à peu près 5 000 euros, et pas en business, pour avoir une place dans l'avion. Et à ce prix-là, on ne peut même pas réserver sa place. Il faut remettre 60 euros pour réserver sa place. Par contre, si je réserve à 2 mois, là, je paierai 1 500 euros en économie. Ce qui est à peu près déjà 3 fois plus cher que sur un prix normal Air France Moscou-Paris. Mais les prix ont littéralement explosé, donc évidemment, ils ont besoin de nouvelles compagnies aériennes. Bah oui, pour les charters, parce qu'il ne faut pas oublier que pour les Russes, on propose ce qu'on appelle des packages all inclusive, qui sont des prix quand même extrêmement compétitifs pour aller passer une semaine à 10 jours sur les côtes d'Asie mineure. Et donc, souvent, je veux dire, la cible visée, c'est quand même des gens qui n'ont pas des revenus extravagants et qui donc veulent partir en famille dans un hôtel all inclusive, et donc on ne peut pas leur offrir des vols sur Turkish avec les prix indiqués par Emmanuel. Donc je pense que pour le business model, il faut effectivement une compagnie qui tourne et qui fait tourner du volume voilà. Et donc c'est une compagnie qui va desservir y compris les capitales régionales russes, pas que Moscou ou Saint-Pétersbourg, mais qui va voler sur les capitales régionales russes, hors la fameuse zone du Sud qui est une zone d'exclusion aérienne pour l'instant, puisque les Russes ont fermé l'espace aérien sur une grande partie du sud de la Russie en raison de l'opération militaire spéciale, sauf Sochi qui échappe partiellement à cette situation, mais tous les autres aéroports, Krasnodar, Voronezh et autres, ne fonctionnent plus depuis le 24 février. Puisqu'on est sur les compagnies aériennes, juste une nouvelle aussi, Aeroflot a été sorti de SkyTeam aujourd'hui. Alors, pas pour des raisons, je vais vous lire ce que Air France a envoyé à Pavel. Compte tenu du fait que la certification IOSA des avions n'est plus remplie, la participation d'Aeroflot à l'Alliance est suspendue pour 6 mois à compter de maintenant. La certification IOSA, c'est IATA Operational Safety Audit, est un programme d'audit développé par l'IATA. Elle est entrée en vigueur en 2001 et regroupe au point 1200 standards qui couvrent des réglementations diverses et variées, validées par les compagnies et les administrations de tutelle. Donc, en fait, comme ils ne peuvent plus certifier, la compagnie Aeroflot a été suspendue pour 6 mois de SkyTeam. Et juste, tu permets de rajouter un autre élément pour clore le chapitre compagnie aérienne. La compagnie S7, elle, a été suspendue la semaine dernière de One World. L'autre alliance. One World qui est la compagnie avec British Airways. Ouais, voilà. Mais on remercie Air France de nous avoir donné cette information, puisqu'on nous la demande souvent. On me demande, votre compte joie français a-t-il été débloqué? J'en ai parlé il y a quelques jours.
C'est vrai. Alors là, il faudrait que je demande à mon frère. Je ne sais pas si mon frère est en ligne, de savoir où nous en sommes de notre compte joint. C'est un compte joint que j'ai avec mon frère. Il faut savoir que ça, c'est une information qui est plus vieille, mais comme en 2017, j'avais été chassé de ma banque en France, je n'ai pas pu rouvrir de compte en France. Hein. C'est normal, je suis le président de la Chambre de commerce française. Je n'ai pas pu rouvrir de compte en France, donc j'ai un compte au Luxembourg. Et c'est bien évidemment facile. C'est l'Union européenne. Au sein de l'Union européenne, tout est simple. Je peux vous assurer que faire fonctionner un compte au Luxembourg pour faire des virements en France, alors qu'on a un numéro SEPA qui facilite absolument toutes les transactions, puisque c'est exactement la même chose. Les comptes sont les mêmes où que vous soyez à travers l'Union européenne. C'est très compliqué. Donc, oui, j'ai du mal à faire fonctionner mon compte au Luxembourg et notre compte joint, si mon frère est en ligne, il nous le dira. Sinon, je vous le dirai dans les prochains jours. On n'a plus de questions, alors je ne sais pas si vous en avez d'autres. En attendant qu'il y ait des questions, j'ai une précision supplémentaire sur les aspects toujours tourisme, etc. La Russie, aujourd'hui, a fait savoir qu'elle souhaitait se retirer de l'Organisation internationale du tourisme. Une organisation internationale du tourisme qui existe et qui est basée visiblement à Madrid, je crois. Elle a donc fait savoir qu'elle souhaitait se retirer de cette organisation-là. Voilà. Aussi. Et à savoir ce qui est assez intéressant aussi, comme tu es sur le point du tourisme, on était avec Nicolas hier en réunion avec une société russe qui travaille avec des Américains sur le développement du tourisme en Russie. Et en fait, avec des investissements qui sont importants et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent tous les projets et ils assurent une uniformité de développement des projets entre les différentes régions. Parce que pour l'instant, chaque région fait un peu ses projets dans son coin. Et donc là, c'est pour uniformiser les projets. Et ce qui est intéressant, parce que je ne savais pas qu'ils continuaient à investir dans le tourisme, mais en fait, pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est le tourisme russe qui a explosé en Russie. Les Russes qui partaient à l'étranger, maintenant vont chez eux. Et c'est la raison pour laquelle ils investissent massivement dans les différentes régions. C'est le plus grand pays du monde, donc ils ont beaucoup de choses à faire. Mon frère vient de m'écrire, la banque ne l'a pas fermé. Donc, il est toujours là. Mais je crois que pour l'utiliser, il faut qu'en fait, on fasse une demande à chaque fois. Donc, c'est toujours très pratique quand vous voulez utiliser votre compte. Il faut passer par le comité d'éthique qui, lorsque l'on fait des virements de 50 €, sont nécessaires pour s'assurer que ce n'est pas de l'argent. C'est une mise sous tutelle, en fait. C'est une mise sous tutelle complète. Une autre nouvelle, si vous n'avez pas de... Merci à mon frère, en tout cas, de m'avoir donné cette information. Une autre nouvelle, ce matin, j'étais au RSPP, donc le MEDEF russe. On était avec le président du RSPP, toutes les chambres étrangères en Russie, enfin les principales, il y avait les Américains, l'Association of European Businesses, les Japonais, les Allemands, les Italiens. Et nous avons créé un groupe de travail qui a été créé à l'initiative de la CCI France-Russie et de RSPP pour travailler spécifiquement sur toutes les nouvelles lois concernant les investissements étrangers. Et donc, on a abordé les thèmes qui nous préoccupent en ce moment beaucoup, donc, dont on a déjà parlé souvent, c'est la criminalisation pour la loi sur la criminalisation des directeurs généraux, les lois sur les transitions de management, les importations parallèles. Voilà, et donc nous adoptons des positions communes tous ensemble et de façon à ce qu'on puisse aller avoir une position entre les Russes et les étrangers commune auprès du gouvernement russe qui, pour l'instant, soutient nos actions et notamment, il semble que la loi sur la criminalisation ne passera pas.
Il faut attendre, mais elle ne devrait pas passer. Et on attend pour les autres lois et on vous tiendra au courant. Une question pour toi. L'invasion de la Transnistrie, c'est un coup de bluff ou quelles conséquences cela pourrait-il avoir? Pour l'instant, il n'y a rien il n'y a pas pour l'instant d'invasion, d'opération là-bas, mais c'est ce qu'on voit pour l'instant, c'est qu'en tout cas sur place, les gens semblent prendre leurs dispositions. On a vu sur les réseaux sociaux des photos de kilomètres d'embouteillage de voitures et autres en fait, de gens qui fuient Tiraspol, la Transnistrie, parce qu'ils redoutent une extension du conflit sur le territoire de cette toute petite république séparatiste. C'est une bande de terre, la Transnistrie, c'est quelque chose de très, très. Il n'y a pas de profondeur stratégique, il n'y a rien, c'est quelque chose de tout petit. Donc, ça pourrait être, oui, une extension possible. Je rappelle qu'il y a quand même plusieurs centaines de soldats russes stationnés en Transnistrie depuis des décennies. C'est un conflit gelé, un des conflits gelés de l'espace post-soviétique. Il y a notamment sur place un dépôt de munitions colossal sous contrôle des troupes russes qui sont stationnées sur place. Donc, oui, on peut imaginer, vu le contexte, que ça puisse déborder dans cette direction-là, surtout que quand on écoute les discours, alors j'ai cité M. Arestovitch tout à l'heure, mais on sait que voilà, il faut vraiment voir comment ça va. Les autorités moldaves, pour le coup, vont réagir sur ce plan-là, sur ce point-là. Est-ce qu'elles sont incitées? Est-ce qu'on attise éventuellement de leur côté les éventuelles velléité de reprendre le contrôle sur ce territoire par la force, à l'occasion, en cherchant à exploiter, j'allais dire, le fait que la Russie soit très occupée avec l'Ukraine. Je n'en sais rien, mais manifestement, c'est quelque chose qui serait, oui, qu'on ne peut pas exclure. Ça renvoie à ce qu'on explique depuis quelque temps sur la possibilité d'un nouveau front qui s'ouvrirait là ou ailleurs dans l'espace post-soviétique, dans le Caucase ou ailleurs. L'idée étant d'exploiter par certains autres acteurs le contexte créé par le conflit en Ukraine pour essayer de régler par la force rapidement d'autres conflits gelés depuis des décennies et voilà, d'améliorer de leur point de vue, leur position. On ne peut pas l'exclure. Merci Igor. A-t-on le bilan aujourd'hui en termes d'expulsion de diplomates européens? On n'a pas un bilan total. D'abord, l'annonce n'a toujours pas été faite pour la France, qui a, vous vous souvenez, renvoyé 41 diplomates russes. Donc, on ne sait pas encore, en ce qui concerne la France, 40 diplomates allemands ont été renvoyés hier, et après un certain nombre de diplomates belges. 3 Suédois et 2 Norvégiens. 3 Suédois donc hier et 2 Norvégiens aujourd'hui, je crois. D'accord. Et c'était 12 Belges, si je ne me trompe 15, pas, 15, ou je crois. 15 ouais, je crois 15. Tu crois que c'était autant que ça? Oui, c'est 11 sur 21. Alors, voilà. 15, c'était les Hollandais. 2 Irlandais, mais après, je ne sais pas. On n'a pas un bilan total. Non. On attend bien évidemment la France. Une dernière question. Est-ce que l'interview de Nikolaï Patrouchev a donné lieu à des révélations importantes? Si tu peux d'abord nous dire qui Nikolaï Patrouchev? Nikolaï Patrouchev, c'est donc le secrétaire général du Conseil de sécurité de la Fédération. Donc, c'est un organe qui est éminemment influent dans la politique extérieure de la Russie et probablement aussi dans la politique intérieure. Oui, il a hier fait des déclarations, alors principalement en expliquant que du fait de la politique de l'Occident, l'Ukraine risquerait de se retrouver morcelée en plusieurs États. En gros, il évoque le scénario de la partition, de l'explosion de l'Ukraine et de sa donc, répartition en différents petits États. C'est la principale information que j'ai retenue de cette déclaration. Mais on sait que c'est un scénario, j'allais dire l'implosion de l'Ukraine, qui apparaît régulièrement dans les médias, mais depuis des années, enfin au moins depuis 2014, on va dire, avec différentes variantes, et notamment la variante du rattachement de certaines de ces entités qui naîtraient de cette implosion de l'Ukraine, ce rattachement de certaines de ces entités à d'autres pays, à la Pologne, à la Roumanie ou à la Hongrie, puisque qu'il y a des minorités. On a parlé ici récemment de gens qui parlent hongrois d'abord, avant de parler ukrainien sur le territoire ukrainien, des gens qui sont roumanophones également dans la partie occidentale de l'Ukraine. Donc voilà, c'est des choses qui ici reviennent sur certains types de médias quand même bien identifiés aussi, il faut le dire. Donc voilà, on peut relier ces déclarations à cette tendance. Voilà, sur Patrouchev.
Merci beaucoup, Igor. Alors, nous n'avons plus de questions, mais Nicolas, c'est à ton tour de nous dire faire quelques... Non. Donc, eh bien, écoutez, pour conclure, on va vous annoncer les quelques événements de cette semaine. Donc, vous êtes attendus pour un webinaire sur les transports internationaux et un petit déjeuner d'affaires, développement des infrastructures cloud. Donc, n'hésitez pas à retrouver ces actualités sur notre site CCIFR dans la rubrique agenda.ru. Autre actualité, pour suivre les actualités de la CCI France-Russie, n'hésitez pas à vous abonner à notre canal Telegram sur Telegram CCI France-Russie. Pour ceux qui sont en France, n'oubliez pas que Telegram, qui est un système russe, est utilisé par à peu près tout le gouvernement français. Même beaucoup de ministres ont un compte Telegram. Oui, il est créé par un Russe, qui n'habite plus en Russie. D'accord, mais du coup, Telegram est très sécurisé. Alors sinon, si vous avez des questions auxquelles on pourrait répondre pendant les Zooms quotidiens, n'hésitez pas à les envoyer sur hotline@ccifr.ru. Voilà. Et sinon, on vous donne rendez-vous tous les jours de la semaine à 17h30, heure de Moscou, et 16h30, heure de Paris, avec le même lien. La semaine prochaine, en raison des jours fériés en Russie, le briefing aura lieu seulement le jeudi 5 mai. Et qu'est-ce que tu dois dire ? Je dois dire, tenez bon. Merci. La CCI France-Russie reste à vos côtés. Merci beaucoup. Au revoir et à demain.